vidéo d'électromagnétisme qui s'intéresse à la propagation des ondes électromagnétiques et notamment à l'introduction ici des phénomènes d'absorption et de dispersion. Alors, cette vidéo en fait se situe à la suite du cours sur les ondes électromagnétiques dans le vide, où on a démontré que les ondes électromagnétiques dans le vide étaient soumises à une équation de d'Alembert et on a appris à la résoudre notamment avec la famille des OPPH, des ondes planes progressives harmoniques. Mais en fait, toutes les ondes ne sont pas soumises à des équations de d'Alembert. On va en voir d'autres équations de dérivées partielles linéaires qui permettent de caractériser la propagation d'une onde. Et on va voir que selon ces équations, vont apparaître de nouveaux phénomènes comme l'absorption et la dispersion. Et donc le but de cette vidéo, c'est qualitativement d'introduire ces phénomènes. Et de voir aussi petit à petit que ces phénomènes vont être très liés à l'écriture de la relation de dispersion qui est associée à l'équation d'onde. Donc je rappelle que la relation de dispersion, c'est la relation entre le vecteur d'onde k et la pulsation oméga. Et donc on va commencer à entrevoir que selon la relation de dispersion qu'on va avoir pour une onde, eh bien, les phénomènes d'absorption et de dispersion vont apparaître. Donc l'objectif de ces premières vidéos, ça va être de définir qualitativement ces propriétés, et puis petit à petit, on va rentrer dans le vif du sujet, on va dégager des grandes généralités à propos de ces phénomènes, et dans un second temps, on appliquera ça sur des cas concrets, et donc les deux cas concrets qu'on étudiera un peu plus tard, ce sera la propagation des ondes dans un métal, et donc ça va fortement permettre de mettre en évidence le phénomène d'absorption, et on étudiera aussi la propagation des ondes électromagnétiques dans des plasmas. Et ça, ce sera plutôt le phénomène de dispersion qu'on mettra en avant, mais commençons par définir simplement ces termes. Donc dans le cours précédent, on s'est intéressé à des ondes régies par une équation de d'Alembert, ici ramenée en unidimensionnel cartésien, donc avec une dérivée seconde de l'onde que l'on cherche à étudier, u par rapport à la variable x, qui est directement proportionnelle à la dérivée seconde de la variable u par rapport au temps, avec un coefficient de proportionnalité entre les deux, qui est c carré, avec c la célérité de l'onde. Et nous avions étudié des solutions de cette équation d'Alembert, et nous sommes intéressés par exemple aux ondes progressives harmoniques. Donc harmonique, ça veut dire qu'il y a une évolution sinusoïdale au cours du temps, et progressive, c'était que c'était des ondes qui se propageaient par exemple dans le sens des x croissants. Et c'est ce qu'on voit ici avec cet exponentiel j-t-kx, qui est caractéristique donc d'un cosinus ωt-kx. Le cosinus ωt-kx, c'est la partie réelle d'exponentielle j-t-kx, qui caractérise une onde sinusoïdale se propageant donc dans le sens des x croissants. Et ça, c'était donc une onde qui avait une amplitude u0. Donc ici, u0 complexe, c'est une amplitude complexe, donc il peut y avoir une phase à l'origine exponentielle jφ, fois exponentielle j-t-kx, donc on utilise la notation complexe ici, et donc c'est une onde d'amplitude u0, de période spatiale lambda qui vaut 2π sur k, et qui se propage, toujours avec la même amplitude, dans le sens des x croissants. Donc, et la célérité de cette onde, on l'avait appelée la vitesse de phase, c'est ce qu'on avait introduit dans le cours précédent, la vitesse de phase Vφ, donc la vitesse de phase par définition, c'est oméga sur k, et nous avions montré que c'était égal à c dans le cadre de l'équation de d'Alembert unidimensionnelle cartésienne, ici. Et donc on remarque deux choses fondamentales pour les OPPH issus de l'équation d'Alembert, un des cartésiens ici, c'est que l'amplitude de l'onde reste toujours u0 et qu'elle ne décroît pas lors de la propagation. Donc nous avons une onde qui a une amplitude constante au cours de la propagation, et que la célérité de l'onde, ici c'est c, la vitesse de l'onde c'est c, et qu'elle est indépendante de la pulsation oméga. Même si la vitesse de phase c'est oméga sur k, comme k lui dépend lui-même de oméga, en fait le quotient des deux devient indépendant de oméga, puisque nous avons montré qu'il valait c. C, donc c'est la constante qui apparaissait dans l'équation de d'Alembert. Donc la vitesse de l'onde est indépendante de la pulsation de l'onde, c'est-à-dire que si vous avez une première onde ici et une deuxième onde avec une longueur d'onde plus grande, qui sont à un certain qui ont le même point de départ, on va dire, et bien un peu plus tard dans la propagation, elles seront toujours, elles ont parcouru exactement la même distance dans la même durée, puisqu'elles se seront propagées à la même vitesse. Il n'y en a pas une qui aura pris de l'avance sur l'autre. Ça, c'est des grandes
propriétés qu'ont les OPPH, les ondes planes progressives harmoniques, solution de l'équation d'Alembert unidimensionnelle cartésienne. Et donc ça, c'est quand on avait l'équation d'Alembert. Et on va étudier des nouveaux phénomènes pour d'autres équations. Par exemple, le fait que l'amplitude, il va y avoir des ondes dont l'amplitude, au cours de la propagation, donc ça restera toujours des ondes sinusoïdales, mais l'amplitude, au cours de la propagation, va décroître, et ça, c'est ce qu'on va appeler le phénomène d'absorption. De même, il va y avoir des ondes dont la vitesse de phase, Vφ, va dépendre de la pulsation de l'onde. Et ça va être le phénomène de dispersion. C'est-à-dire que, ici, nous avions une fréquence F1, ici, nous avions une fréquence F2, mais nous remarquions que la vitesse de phase associée à la fréquence F1 était égale à la vitesse de phase associée à la fréquence F2. Eh bien, il peut y avoir des cas où, si nous reprenons notre onde de fréquence F1, qu'à côté, nous mettons une onde de fréquence F2, eh bien, après la propagation, il y a un décalage qui apparaît spatialement entre les deux ondes, par exemple comme ça. Et ça veut dire que la vitesse de phase de F1 est plus grande ici que la vitesse de phase de F2. L'onde 1 ici, de la fréquence F1, et donc de la longueur d'onde lambda 1, s'est déplacée plus vite que l'onde de longueur de fréquence F2 ou de longueur d'onde lambda 2. Et donc la vitesse de l'onde, la vitesse de phase de l'onde dépend de la fréquence. Et bien ça, c'est le phénomène donc de dispersion. On dira qu'un milieu est dispersif si la vitesse de l'onde dans ce milieu, et notamment sa vitesse de phase, on y reviendra, dépend de la fréquence. Alors ça doit vous faire penser à quelque chose, puisqu'en optique, on a défini un milieu dispersif, donc c'est une petite remarque, en optique, un milieu est dit dispersif si son indice de réfraction dépend de la longueur d'onde de la lumière qui le traverse. Eh bien, c'est exactement la même chose, puisque vous savez que la célérité d'une onde dans un milieu transparent, c'est la célérité de la lumière dans le vide divisée par n, donc dire que l'indice de réfraction de l'onde dépend de lambda, ça revient à dire que la célérité de l'onde, donc sa vitesse, dépend de lambda, et donc de la fréquence du milieu. Donc il y a une cohérence complète entre ce qu'on appelle ici le phénomène de dispersion et la notion de milieu dispersif en optique, c'est la même chose. Ce sont des milieux dans lesquels des ondes de fréquences différentes ou de longueurs d'onde différentes se propagent à des vitesses différentes. Donc maintenant, mettons ça un petit peu concrètement en application et voyons quand est-ce qu'apparaissent ces deux phénomènes d'absorption et de dispersion. Alors, tout phénomène ondulatoire que nous allons étudier dans ce cours sera représenté par une équation aux dérivées partielles. Mais contrairement à ce que nous faisions avant, ce ne sera pas forcément une équation d'Alembert. Nous allons voir qu'il y a d'autres situations pour lesquelles nous avons des équations d'onde qui sont des équations aux dérivées partielles linéaires qui ne sont pas d'Alembert. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une équation aux dérivées partielles linéaire ? Eh bien, c'est une équation formée d'une combinaison linéaire de différentes dérivées partielles d'une fonction. Donc, on appelle équation aux dérivées partielles linéaires, donc EDP linéaire, toute équation dans laquelle intervient une combinaison linéaire des dérivées partielles d'une fonction, soit par rapport à l'espace ou par rapport au temps. Il faut juste que ce soit une combinaison linéaire des dérivées partielles qui apparaissent. Alors, on va essayer d'en étudier une, et puis on va s'intéresser à la propagation d'une onde sur une corde. Vous voyez, on imagine quelqu'un qui tient une corde comme ça, peut-être une corde tendue par une poulie et une masse, et puis qui l'agite comme ça, et on regarde se déplacer, par exemple, une perturbation, pardon, hop, une perturbation vers la droite. Et nous avions déjà étudié cet exemple et montré qu'il y avait une équation d'Alembert associée à la hauteur. Alors la hauteur de la corde, on peut l'appeler U, ici, et U va dépendre de la variable x, donc l'axe des EX, l'axe EX unitaire est orienté vers la droite, et aussi du temps, puisqu'il y a propagation de l'onde. Et nous avions montré que l'équation qui reliait les combinaisons les dérivées partielles de U par rapport au temps et par rapport à l'espace était celle-ci,
Alors on ne va pas revenir dessus, ça nous l'avions fait en fait en isolant une portion de corde entre x, voilà, on avait considéré une portion de corde située entre x et x plus dx, et nous avions appliqué, donc voilà la portion de corde, nous avions supposé qu'elle était soumise ici à une tension en x, et ici à une tension en x plus dx, et en appliquant un principe fondamental de la dynamique sur cette portion de corde entre x et x plus dx, nous avions trouvé cette expression. Alors on nous demande de rappeler la signification de chaque terme, et bien en fait, u, c'était la hauteur de corde, donc ce qui fait que d de u sur dt2, c'est l'accélération verticale de la corde, et lambda, c'est la masse linéique de la corde, de telle sorte que lambda dx, c'est en fait la petite masse du tronçon ici, du tronçon compris entre x et x plus dx, du tronçon de corde compris entre x et x plus dx, lambda dx c'est sa masse, donc autrement dit, ce terme-là, c'était la petite masse du système, donc cette masse infinitésimale, fois l'accélération de ce système. Donc c'est le terme masse fois accélération du principe fondamental de la dynamique, mais projeté ici sur l'axe vertical, qu'on pouvait appeler EY. Il y avait ensuite ce deuxième terme. Et bien ce deuxième terme, c'était la somme des forces qui s'exerçaient sur l'axe vertical, sachant qu'on négligeait le poids, donc en fait c'était la composante de la tension ici en x vers le bas, plus la composante de la tension en x plus dx vers le haut, et quand on sommait les forces de tension sur l'axe vertical, on obtenait ce développement, T0 fois D2U sur dx2 fois dx. Et donc là, nous avons réexpliqué rapidement d'où venait cette équation. Alors le but, c'était pas de redémontrer ici cette équation, c'est juste de se souvenir d'où elle vient, parce qu'on va la modifier un petit peu pour prendre en compte des phénomènes supplémentaires et voir ce que ça va changer. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant qu'on a lancé l'exercice. Regardez bien ces questions 2, 3, 4, essayez de les chercher, et essayons de répondre aux questions. Donc vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour chercher, et puis on va corriger tout de suite. Donc on nous demande que devient ce PFD, donc ce principe fondamental de la dynamique, si on considère une force de frottement entre la corde ici et l'air qui l'entoure, et de frottement du type linéaire, avec un coefficient h fois dx. Alors, si donc nous avions donc à la question 1, donc nous avions écrit un PFD sur le tronçon, on évite les abréviations, une deuxième loi de Newton, sur le tronçon de corde entre x et x plus dx, et projeté sur l'axe vertical, donc EY, axe EY. Alors jusqu'à présent, donc delta m, donc la masse du système, fois l'accélération, donc d de u sur dt2, est égal à la somme des forces qui s'exercent, donc il y a toujours les forces de tension, ça ne change pas. Donc je recopie ce qu'on avait vu avant, et on va rajouter donc ici la nouveauté, plus, eh bien, la force de frottement, mais uniquement suivant EY. Eh bien, la force de frottement, on sait que si elle est linéaire, elle est proportionnelle à la vitesse, donc elle est de la forme moins une constante. Alors ici, cette constante, on nous dit que c'est h dx, fois la vitesse, v scalaire EY. Mais finalement, la vitesse du tronçon, donc le tronçon qui est compris entre x et x plus dx, la vitesse verticale de ce tronçon, donc v scalaire EY, c'est la même chose que la dérivée partielle de u par rapport au temps, puisque je rappelle que u correspond à la hauteur de la corde, par rapport à une position d'équilibre où la corde serait tendue horizontale. De telle sorte que on peut tout de suite on peut réécrire cette équation. Delta m, je le remplace par lambda dx d de u sur dt2 égale t0 d de u sur d rond x de u sur d rond x de dx moins h dx d rond u sur d rond t. Voici. Alors, on va simplifier par dx, hein, et on peut même simplifier un petit peu, d rond u sur t que. Bon, on va juste laisser comme ça. Égale t0 d rond de u sur d rond x2 moins h dx d rond u sur d rond t. Donc voici l'équation qu'on obtiendrait si on prenait en compte une force de frottement, puisque quand nous avions trouvé l'équation d'Alembert, donc l'équation d'Alembert c'était uniquement
ce terme-là, nous avions négligé toute forme de frottement au niveau de la corde. La prise en compte des frottements se traduit ici par l'ajout de ce terme-là, qui fait que l'équation, pardon, il n'y a plus le dx, ce qui fait que l'équation obtenue n'est plus une équation de D'Alembert, mais est bien une combinaison linéaire de 3 dérivées partielles, 1, 2, 3, de u par rapport à ces variables, et donc on a bien une EDP, une équation de dérivée partielle linéaire, qui régit la propagation de l'onde, mais c'est plus l'équation de D'Alembert. Donc ça c'était la question 2. On nous demande, et si la force de frottement maintenant est quadratique par rapport à la vitesse, c'est-à-dire que c'est une force de frottement proportionnelle à la vitesse au carré. Et bien dans ce cas-là, on peut réécrire la deuxième loi de Newton. Dans ce cas, la deuxième loi de Newton est légèrement modifiée. Alors le coefficient c'est toujours hdx, il nous est toujours appelé hdx. Donc on va avoir lambda, la masse fois l'accélération, donc lambda dx fois d de u sur dt2. Les forces de tension donnent toujours T0 d2 rond u sur d rond x2 dx. Et ici on a une force moins hdx proportionnelle à la vitesse au carré, suivant y, donc c'est d rond u sur d rond t au carré. Donc si je simplifie par rapport à dx, nous avons lambda d rond 2u sur d rond t carré égale T0 d rond 2u sur d rond x2 moins h fois d rond u sur d rond t au carré. Et ça, ce serait donc l'équation de propagation que nous obtiendrions si les frottements étaient quadratiques. Et alors là, en revanche, on voit apparaître donc en effet des dérivées partielles de u par rapport aux variables d'espace et de temps, mais la présence du carré ici fait que ce que nous obtenons ici, là, cette équation n'est pas une combinaison linéaire des dérivées partielles, donc ça c'est une équation aux dérivées partielles non linéaire. Alors, je le dis tout de suite, mais donc on ne s'intéressera pas dans ce cours à ce type d'équation dérivée partielle. Nous, on se limitera aux EDP linéaires, mais sachez que d'autres existent, mais ce n'est pas l'objet de ce cours de les étudier. Et enfin, dernière question, laquelle des deux équations précédentes était une équation aux dérivées partielles linéaires? Eh bien, celle de la question 2, c'est ce que nous venons de dire. Alors voilà, un premier exemple d'équations d'onde qui ne sont pas des équations de D'Alembert. On nous pose ensuite une dernière question, la question 5, qui est de se demander est-ce qu'on pourrait résoudre cette équation en cherchant une solution sous la forme d'une OPPH. Alors je vais vous expliquer un peu la logique, c'est-à-dire que maintenant on a cette équation et puis on aimerait bien quand même la résoudre. Et on ne connaît pas la manière de résoudre ces EDP linéaires qui ne sont pas des équations de D'Alembert. On va se demander est-ce que les solutions qu'on connaissait pour l'équation de D'Alembert, donc typiquement par exemple une onde harmonique, une onde progressive harmonique qui se propageait dans le sens des x croissants, donc de la forme, donc si on utilise la notation complexe u0 exponentielle de j oméga t moins kx, est-ce que cette onde qui se propage dans le sens des x croissants peut toujours être solution? Eh bien on va essayer, on va injecter cette expression dans l'équation d'onde et on va voir à quelles conditions une telle forme peut être solution. Donc pour cela, eh bien, nous allons exprimer les dérivées partielles. Alors l'avantage de la notation complexe, c'est que ça rend les choses assez rapides. La dérivée partielle de u par rapport au temps, eh bien c'est immédiatement j oméga fois u. La dérivée seconde donc de u par rapport au temps, dérivée partielle seconde de u par rapport au temps, c'est moins oméga carré u, puisqu'on remultiplie une fois encore par j oméga. Et la dérivée seconde de u par rapport... Alors il faut le faire en deux temps pour être sûr de ne pas vous tromper. La dérivée de u par rapport à x, ça va faire moins jku. Et la dérivée seconde de u par rapport à x, eh bien moins par moins plus, mais j par j moins, donc ça fait moins k carré u. J fois j ça fait moins 1, donc on a ça. Donc si on réinjecte ces dérivées partielles dans l'équation d'onde, on va trouver directement que lambda fois moins oméga carré u égale T0 fois moins k carré u moins h j oméga u. Alors bien sûr, u se simplifie partout.
Et donc je peux trouver quelque chose, l'expression de k carré. K carré est égal à lambda oméga carré moins h j oméga sur T0. Bon, alors on peut peut-être... non, bon, c'est pas... On peut factoriser par lambda sur T0. Lambda sur T0, facteur de oméga carré, moins bon, ht0 sur lambda. J oméga, alors pourquoi j'ai factorisé par lambda sur T0? Parce que en fait, c'était l'expression... en fait, ça c'était 1 sur C carré, quand on avait une équation d'Alembert. Donc je refais apparaître la célérité de l'équation d'Alembert en facteur ici, et je vois que je retrouve que k carré c'est oméga carré sur C carré. Disons que s'il n'y avait pas de frottement, ce terme-là disparaîtrait, et on retrouverait bien k carré égale oméga carré sur C carré, ce qu'on avait pour une équation d'Alembert, mais ici il y a les frottements, donc il y a un nouveau terme qui apparaît dans l'expression de k carré, et ce terme en plus il est imaginaire pur. Ce terme qui apparaît, il est imaginaire pur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, ce terme, cette solution-là, cette onde, U0 exponentielle j oméga t moins kx, peut être solution à condition que k carré soit complexe. Donc on s'aperçoit que k carré appartient à C, et donc qu'il faut que le nombre d'ondes, enfin pardon, le vecteur d'onde k soit complexe. Donc je vais mettre une petite barre maintenant en dessous, parce que il est complexe, donc on va l'indiquer. Et donc quelque chose qui apparaît, donc, c'est que si on veut continuer à utiliser des solutions de cette forme-là, pour des ENP linéaires, mais qui ne sont pas des équations d'Alembert, il faut s'attendre parfois à avoir un vecteur d'onde k complexe. Et alors là, la question c'est, mais à quoi ça peut bien correspondre? Et bien c'est ce qu'on va voir dans la suite du cours. On va postuler que k est complexe, et voir un petit peu quelles sont les conséquences sur la propagation électromagnétique. Et donc ce qu'on va retenir, c'est que quand on aura une EDP linéaire, qui ne sera pas a priori une équation d'Alembert, à une dimension spatiale qu'on a cartésienne, x, on la cherchera sous la forme de ce qu'on va appeler une pseudo-OPPH, ou ici dans ce cours je la noterai OPPH étoile, ça veut dire que ça va être comme une onde plane progressive harmonique, mais avec un vecteur d'onde k complexe. Donc ça sera U égale U0, exponentielle de j, oméga t, moins k complexe x, ou k complexe appartenant à, enfin, où k appartiendra à C, et qu'on notera k égale une partie réelle, donc je la noterai kr dans ce cours, plus j fois une partie imaginaire, ki. Et donc maintenant, la suite du cours, c'est de voir quelles sont l'influence de kr et de ki sur la propagation de l'onde. Et notamment, jusqu'à présent, nous avions toujours travaillé avec des vecteurs d'onde réels, qu'implique l'apparition d'une partie imaginaire dans le vecteur d'onde. Ça c'est la suite du cours qu'on fera dans la prochaine vidéo.